Je ne suis pas devenue agent immobilier parce que j'ai été mariée à un tel ou un Bien tel. sûr. Avancer, on n'a pas le temps. La vie, elle passe tellement vite. Je suis devenue maman grâce à toi. Il faut s'accrocher, il faut y croire, il faut être positif. Moi, quand je pars faire une visite, je dis je ne vais pas faire visiter, je vais vendre. Localisation, la situation, la rareté du bien, parce que souvent c'est la rareté du bien Bien sûr. qui fait son prix. Sandrine, tu as traversé des tempêtes que peu auraient affrontées debout. Et pourtant, te voilà, droite, lumineuse, déterminée, comme ces femmes qui ont compris que la vie ne se résume pas à ce qu'elle leur a pris, mais à ce qu'elles décident de bâtir ensuite. On t'a souvent regardé à travers le prisme d'une histoire douloureuse, d'un non connu, d'un drame public, mais toi, tu as choisi de redevenir le sujet et non le souvenir. Dans l'immobilier de prestige, tu n'as pas seulement vendu des murs, tu as compris les âmes qui les habitaient, tu as appris que derrière chaque façade haussmannienne, il y a une vie, un couple, un secret, une victoire et un effondrement parfois. Tu as bâti Off Real Estate comme on bâtit une maison solide, sur la vérité, sur la confiance, sur l'exigence et sur ce courage discret que seules les femmes fortes possèdent vraiment. Aujourd'hui, on veut écouter ta voix, pas ton ombre, ton parcours, pas ton passé, ta vision, pas les histoires qu'on raconte à ta place. Bienvenue Sandrine, ici tu peux tout dire, ou ne dire que l'essentiel, c'est ton espace. Merci. Merci d'être présente aujourd'hui Sandrine, sur The Brain. On est très très content de te recevoir, on va parler de plein de choses. Tu es une femme qui a traversé des tempêtes, des montagnes énormes. Moi j'ai lu ton livre, je te le disais tout à l'heure. Et tu es une femme entrepreneuse qui a créé, qui est dans l'immobilier, donc qui a combattu vraiment. Et on va raconter tout ça. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton enfance, que tu nous expliques. Je sais que tu as grandi à Marseille, Oui. tu es une sudiste. Marseillaise. Voilà, nous on est à Paris, mais donc tu détestes Paris, peut-être le PSG, non? Non. Tu vois, Moi, je suis marseillaise. tu peux pas je dire suis... ça. Non. Ouais. Je suis supportrice de l'Olympique de Marseille, ça c'est sûr. Et tu grandis à Marseille, donc dans quelle ambiance tu grandis? Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton enfance? Quel enfant t'étais? Est-ce que tu étais timide? Comment ça se passait? Une enfance timide, déterminée. Je savais déjà ce que je voulais. J'ai souvent été malade. Je suis une enfant qui faisait des convulsions. Donc mon enfance réelle, enfant, mes souvenirs, c'est souvent à l'hôpital. D'accord. À l'hôpital, hôpital de la Timone. J'ai même été scolarisée à l'école. À l'hôpital? À l'hôpital. D'accord. Oui, à l'hôpital. Et ces convulsions, elles ont démarré à l'âge de 9 mois. Mes parents avaient un bar, un commerce, ils ont été obligés de le vendre pour pouvoir... S'occuper. Voilà, parce que j'ai un grand frère et une petite sœur. Mhm. Ma sœur n'était pas encore née, mais je prenais beaucoup de place parce qu'il fallait me gérer. Et l'hospitalisation... donc aujourd'hui... Alors, il y a vraiment j'ai toujours le mot peur. Donc, je fais un travail sur moi pour essayer de ne plus avoir peur. Mmh. Et je pense que ça remonte à bien loin quand je me retrouvais à l'hôpital seule, à être avec des infirmières, même si j'étais très petite. Ouais, loin de ta famille, un Loin petit de ma peu seule. famille. Je me revois mon père, quand je faisais des convulsions, me mettre dans une baignoire avec des glaçons en attendant que les pompiers arrivent. Et je vois donc j'ai fait pas mal de MDR, d'hypnose pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait et ces peurs pour me soigner, parce que j'ai dit je peux pas rester comme ça, voilà, bien il sûr. faut que j'avance. Mhm. Et on m'a dit souvent que c'était peut-être que j'avais l'image de mon père, même si pour moi c'était Musclor et que c'était l'homme qui allait me sauver. Mais certainement dans son regard, je voyais la peur. Il devait certainement avoir peur. Et il t'a transmis il m'a transmis, ouais. On sent que ta famille, c'est vraiment ta base. Ah, c'est mon pilier. Ouais, on le sent, on le ressent dans le bouquin. Et que ce soit frères, sœurs, cousins, cousines, oncles, tantes, on est vraiment un noyau. Alors des fois, maintenant la vie, on avance, mais on a une galère, on est tous ensemble.
Et c'est marrant parce que moi, j'ai ressenti ça justement en lisant le livre. Et justement, tu as connu donc Mousse Diouf pendant des années, de qui on en a parlé encore tout à l'heure, mais tu as été très, très amoureuse et avec qui tu as vécu énormément d'épreuves, que ça soit négatif ou positif. Mais moi, j'aimerais, sans revenir dans le détail sur cette histoire-là, mais comprendre ce que toi, cette période de ta vie, t'as appris sur toi en tant que femme et comment elle t'a fait progresser, avancer. Alors, faut dire aussi que jeune, je suis vite partie dans le sport. Ouais. Donc, j'ai été dans la compétition. Très vite, j'ai eu un très bon niveau. Donc, ça a été un enchaînement où je ne pouvais plus faire marche arrière parce que équipe de France, championne de France, les championnats d'Europe, le championnat du monde. À 12 ans ou à 13 ans, je suis partie seule aux États-Unis. Je partais des mois entiers pour faire mes programmes. Donc, très jeune, je me suis retrouvée confrontée à gagner. Parce que pour moi, c'était hors de question que si je montais sur le praticable, c'était pas pour l'exigence du haut niveau. Voilà, pas pour avoir une deuxième place. Pour moi, ça n'existait pas. Donc, j'étais dans le combat et dans la compétition très jeune. Et je pense que la compétition m'a aidée à être la femme que je suis aujourd'hui. Ouais, ça t'a aidé à devenir vraiment une compétitrice. À devenir, oui. Et à me dire, quand on me dit non, ou c'est pas possible, ou quand à l'époque Mousse était malade et qu'on nous a dit passera pas une nuit, ben non, c'était pas possible. Quand on m'a dit il est condamné, ben non, c'est pas possible. Et je me suis battue et on a eu 3 ans de bonheur avec des hauts et des bas. Mais j'étais vachement positive. On m'a rarement vue pleurer à cette période-là. C'est un passage du livre qui m'a marqué là sur ce que tu dis, ça me fait penser que justement les médecins le condamnaient quand il était à l'hôpital à un moment donné, après ses accidents. Et toi, tu as poussé à aller voir un autre médecin dans l'hôpital pour qu'il donne un autre avis. Oui. Et au final, c'est comme ça qu'il n'y a que toi qui y croyais en vrai. Oui. Ouais. Et je ne suis pas médecin, j'ai jamais fait de médecine. Ouais. Mais c'est... Parce que tu étais sûre qu'il bougeait, je me souviens dans le livre, tu le voyais bouger et personne ne te croyait. Non. On me disait que j'étais folle, on me disait que je voulais tellement que ça se passe que c'était dans des illusions, alors que pas du tout. Je le savais. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Et sur ce moment précis de ta vie, en tout cas vous avez vécu un petit peu au Maroc dans sa rééducation. Je sais que toi, tu as fait pas mal d'allers-retours entre Paris et Marseille. Parce qu'il fallait manger, il fallait travailler. Il faut savoir aussi, c'est que moi, Mousse m'a connue, mon mari m'a connue. J'ai toujours été active. Moi, j'ai travaillé à partir de l'âge de 17 ans en alternance dans la compétition, puis après dans ma vie active, de femme active, et après en tant qu'auto-entrepreneur. Donc moi, Mousse m'a connue, j'ai toujours travaillé, et ça fait 25 ans que je fais de l'immobilier. Je ne suis pas devenue agent immobilier parce que j'ai été mariée à un tel ou un tel. Sûr. Non. Et ça c'est ce que j'aimerais aborder, moi. C'est que justement, on t'a beaucoup, moi quand je lis un petit peu les articles, etc., il y a beaucoup de gens qui voudraient te faire exister par le biais justement de Mousse ou autre. Oui. Et moi, il y a ce truc-là où je me dis, non, il faut la mettre en avant en tant qu'entrepreneuse, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur le plan de l'immobilier, etc., je trouve que tu as construit quelque chose de beau, justement, avec Off Real Estate, avec 2 agences Paris-Marseille. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette agence immobilière, justement ? Alors, moi, je travaille à Paris depuis de très nombreuses années, depuis plus de 20 ans. Je suis passionnée par l'immobilier, c'est un métier qui me passionne et tous les jours, je découvre des choses... déjà le rapport humain avec le propriétaire parce qu'il y a une histoire, l'acquéreur parce que c'est un projet de vie et la recherche et voilà, du début à la fin, je pense qu'il y a tout un process qui se passe et qui est très intéressant. Et je me suis dit, il faut... De plus en plus, les gens s'étaient par du réseau, j'étais recommandée. Donc j'ai décidé de monter ma boîte, mon agence à Paris, parce que Paris, c'est ce que je connais le mieux, tout en étant marseillaise. Et il y a 1 an en arrière, j'ai eu un petit souci de santé, pas très grave, mais un petit souci de santé où j'ai eu peur. D'accord. Je me suis dit, imagine-toi, tu ne peux plus reprendre ton train ou ton avion pour partir bosser à Paris. J'aurais fait tout ça pour pas grand-chose, parce que le marché marseillais, je ne le connais pas trop. Donc, j'ai monté une boîte, une agence physique à Marseille, où j'ai ma résidence principale d'ailleurs. Et je me suis entourée de très belles personnes, à mon image,
avec le même sens des valeurs et de l'écoute humaine, parce que c'est un rapport humain avant tout, avant le business. Et si on n'aime pas ce qu'on fait, si on n'aime pas l'être humain, on n'arrivera pas, on ne gagnera pas d'argent et ça ne marchera pas. Et justement, pour comprendre un petit peu mieux ce métier-là de l'immobilier, alors là, pour le coup, toi, tu fais beaucoup d'immobilier de luxe, qu'on appelle c'est dans ce domaine-là. Comment est-ce qu'on peut créer du réseau pour justement récupérer des maisons à vendre, etc. Comment ça se passe, en fait, tout ça? Personnellement, c'est beaucoup par recommandation, par réseau. Bouche à oreille. Bouche à oreille. Alors, je suis quelqu'un de très discrète. Généralement, c'est pour ça que j'ai appelé ma société, mes agences off real estate. C'est l'immobilier off market. J'aime pas, je commercialise avec un logo pour ne pas que les gens voient l'intérieur de la maison. Alors, souvent, un petit détail. Après, si les gens vraiment sont intéressés, ils me demandent un dossier. J'ai un dossier complet avec des photos. Mais le but, c'est pour rassurer les personnalités ou pas de personnalité, ou le voisin qui n'a pas envie que le voisin du dessous, ou la famille connaissent déjà le montant du prix de la transaction et les œuvres d'art, tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, je commercialise qu'avec un logo. Donc, ça rassure mes clients. Oui, il y a le côté un petit peu anonyme, un petit peu secret pour que... Oui, bien sûr. Et je suis très contente. Donc, je suis recommandée. Donc, Paris, c'est beaucoup par recommandation. Marseille, c'est tout nouveau. Le marché, je le connais beaucoup moins, je suis honnête et transparente. Mais j'ai su m'entourer de personnes qui font ça depuis très longtemps à Marseille. Donc, quand je suis recommandée à Marseille, je fais les visites avec mes négociatrices. Mais derrière, je les laisse, on parle ensemble de l'estimation et on bosse. C'est un travail d'équipe. Et quand tu rentres dans un bien à Paris ou à Marseille, mais surtout à Paris, peut-être où il y a des biens avec plus de cachets, des biens de luxe. Est-ce qu'on va parler... Il y en a pas mal à Marseille aussi. Il y en a pas mal à Marseille aussi. Je connais beaucoup moins bien, mais est-ce qu'on va parler de fixation de prix par rapport au mètre carré ou est-ce que c'est vraiment autre chose? Il y a le cachet qui fait Alors, on a un prix au mètre carré qui est sur toute la base des notaires, sur tout ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les estimations, dans ce qui se vend en réel et en instantané. Sur la base fiscale aussi, et on a d'autres biens qui sont hors marché. Et cet hors marché, on ne peut pas l'évaluer au prix au mètre carré. C'est comme un écran, un diamant, il y a des nombres de carats, et l'appartement, quand on rentre dans un appartement, on peut avoir un 100 mètres carrés à 4 millions d'euros. Ou à 5 ou à 6 millions. Oui, ça dépend et donc, du cachet, si on parle du prix au mètre carré, oui, on va être à 60 000 euros du mètre carré. Ça paraît dingue. Oui, bien sûr. Mais il faut voir la localisation, la situation, la rareté du bien, parce que souvent, c'est la rareté du bien qui fait son prix. Un appartement qui est affiché dans toutes les agences de Paris ou de Marseille, l'appartement, pour moi, il est grillé. Moi, quand on me dit, j'ai mon appartement à vendre, mais je l'ai donné à des confrères qui travaillent très bien, j'en prends même pas. Pourquoi ? Je veux dire, ça sert à rien. Vous allez griller votre bien. Oui, parce qu'il va être partout, quoi, entre guillemets. Et puis les gens, psychologiquement, quand on a toutes les mêmes plateformes d'Internet, ils vont regarder le bien, ils vont dire... il est là, c'est qu'il y a un problème. Ça t'enlève de la rareté, donc du coup... je veux dire, tant pis pour le propriétaire, parce qu'il aura sa marge de négociation. Alors qu'un bien qui n'est pas affiché, on va avoir le propriétaire... Je sais que je suis seule à le vendre. Je vais dire, j'ai un bien qui vient de rentrer, il est dans aucune agence, je suis en off. Tout de suite, dans sa tête, ça gamberge et il a envie de le voir. Est-ce qu'il y a un bien que tu es vraiment fier d'avoir vendu là, dans toute ta carrière, même peut-être avant de monter l'agence, mais le bien dont tu es le plus fier d'avoir opéré la vente? C'est les ventes qui sont très rapides, où il y a vraiment le coup de cœur, où le client rentre. Souvent, quand ça se décide très vite, c'est qu'ils sont ensemble, le couple. Après, il y a des hommes seuls ou des femmes seules qui achètent aussi des appartements. Et là, en l'occurrence, c'est un couple de gens un petit peu connus, les propriétaires. On a failli pas faire la visite parce que l'épouse avait le Covid. Et puis j'ai dit non, on fait la visite. On y va, même avec le masque, c'est pas grave. Et l'acquéreur, elle est rentrée dans l'appartement. Elle a dit j'ai le cœur qui bat. Et elle m'a transmis, je veux dire, il s'est passé... Déjà, j'adorais cet appartement.
Je sais vendre des appartements que j'aime. Mm. Et les appartements avec défaut que j'aime pas trop, je préfère passer la main parce que je sais que je vais pas réussir à le vendre. Ouais, je comprends, ouais. Et quand je vends un appartement, c'est comme si je me le vendais à moi-même. Oui, il y a le coup de cœur, quoi. Ouais, c'est bizarre parce que je fais la visite, mais c'est comme si je me vendais le bien Ouais. pour moi. Si tu avais l'argent pour tout acheter, Voilà, t'achèterais exactement. tout. Donc, c'est vrai que j'arrive bien à me projeter. Et cette cliente, on a fait, mais à peine dans le séjour, elle a fait « Sandrine, j'ai le cœur qui bat, c'est lui ». Donc, j'ai dit, on fait la visite, on a fait la visite. Le lendemain, je leur ai proposé de revenir voir l'appartement. Ouais. Et là, on est descendu. Elle m'a dit, on fait une offre et on a vendu l'appartement en 20 jours. D'accord. On est passé en vente directe. J'ai fait déménager mon client à 5 jours avant Noël. C'était le 20 décembre. On a signé, je crois, on a eu l'offre le 30 novembre. Le 20 décembre, on a signé l'acte définitif. Et justement, sur ce côté un petit peu rémunération, tu vois, on parle d'offres, etc. Pour que les gens comprennent un petit peu comment se rémunère l'agent immobilier, comment ça se passe au niveau de la rémunération, Alors, comment vous gagnez votre vie. Alors, il y a un barème qui est entre 5 et 6%. Moi, je travaille avec 6% d'honoraires. C'est 6% du prix de vente total. Du prix de vente, TTC. Après, si c'est des clients qu'on travaille depuis longtemps, qu'on leur a déjà vendu des appartements, qu'on a fait des allers-retours en disant on leur a vendu, et puis ils nous rachètent derrière, je veux dire, il y a des deals, on ne peut pas non plus... il y a des négociations et des tarifs, des forfaits. Mais sinon, moi, j'ai une base d'honoraires qui est de 6% TTC du prix de la vente, sachant que sur ces 6%, on paye une TVA, on paye des taxes, etc. Ouais, et puis, si ce n'est pas moi et que j'ai des contrats de négociateurs, ils ont leur rémunération avec une entrée, une sortie. S'ils rentrent le bien, ils ont une commission du montant global de la commission sur l'entrée. Et si c'est un autre négociateur qui a la sortie, il partage, il fait l'entrée, l'autre il la sortie. Évidemment. Et ce qu'on essaie de maintenant, c'est si mon négociateur a rentré l'exclusivité, qu'il fasse l'entrée et la sortie. Et là, il a 50%. Et on fait... c'est logique. Oui, c'est logique. Ouais. Et c'est quoi le bien le plus incroyable que tu as visité, toi, en tant qu'agent immobilier? J'imagine qu'il y en a eu plusieurs. Mais... Ouais, surtout à Paris. Ouais. Paris, en fait... C'est improbable ce qu'on peut voir derrière une porte. Mis à part la déco, parce que bien sûr, il y en a qui ont énormément de goût, il y a des archives maintenant qui sont... Mais c'est des lieux, c'est les murs, c'est l'histoire. Je pourrais pas dire un bien exactement là, comme ça. Ouais, de but en blanc, mais il y a des choses vraiment incroyables. On voit un petit peu... On voit un petit peu dans les émissions des piscines sur les toits, des choses improbables. Vraiment... improbables. Qu'on n'imagine même pas quand on passe dans les rues, quoi. Pas du tout. Ouais, pas du tout. Ouais. Non, j'aime tout ce que je fais, tout ce que je vends. Ouais, et tu prends pas si tu n'apprécies pas, si t'as pas le feeling. Ou tu prends, mais tu vends pas toi-même. Non, je vais pas prendre un bien pour dire je le prends et pour avoir un mandat. Ouais, je comprends. Parce que c'est pas honnête envers mon propriétaire, c'est pas être honnête. Si je sens qu'il est un peu trop gourmand et que ça vaut pas le prix qu'il vaut, ça veut rien dire. Je peux pas inventer des clients ou forcer des clients à acheter alors que je sais que ça vaut pas ce prix-là. Oui. Et moi, dans la négociation et dans ma visite, je vais pas être performante. D'accord. Et si tu fais de l'immobilier du luxe, à partir de quel prix on parle d'immobilier du luxe dans ce domaine-là? Est-ce que tu prends de tous les prix? Comment ça se passe? Est-ce que tu as une limite? Non, il n'y a pas de limite. D'accord. Il y a des hôtels particuliers qui se vendent 300, 400 millions d'euros sur Paris. D'accord. Ou ailleurs. Il n'y a pas de limite. Et le luxe, ça peut être, comme je te dis, un 20 mètres carrés qui est sur une adresse qu'on ne trouve pas, qu'on ne trouve plus. Je te donne un appartement exceptionnel, place des Victoires ou place Vendôme. Ouais. Même si c'est un studio, on va dire que c'est du luxe. D'accord. Ouais, et directement. Mais toi, tu n'as pas de prix bas? Non. Non. Ou tu prends pas le bien, par exemple? Non. J'ai des clients qui m'appellent, qui me disent j'ai un appartement à Montmartre, à Saint-Germain, dans le 16e, place Victor Hugo,
des adresses, même pas des adresses connues. Ouais, bien sûr. Si le bien est sympa et que j'aime bien, je vais le Tu vas prendre. quand même, ouais. Ah oui, même si c'est pas quelque chose d'exceptionnel et de luxe, hein. Et on se disait tout à l'heure, justement, là, tu commences à investir aussi l'étranger par rapport Oui. à ton activité d'agent immobilier. On a parlé de New York, je crois, Oui. tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une différence un petit peu avec quand on vend à New York par rapport à la culture des gens, etc. Alors, ça m'a réconcilié déjà avec les charges en France. Ouais, Parce que quand on annonce à nos clients le montant des charges, on dit, alors qu'on a un maximum 300, 400 euros. Allez, quand c'est des résidences exceptionnelles, ça peut monter jusqu'à 900 ou 1000 euros par mois. Et le client français, il dit, oh, c'est super cher. bien sûr. Alors quand j'étais à New York, j'ai visité les biens et que c'est des 3000 et des 4000 dollars par mois. Ouais, Donc je suis vachement plus à l'aise. ouais. Et quand je reviens de New York, généralement, j'ai une pêche de folie, un dynamisme. C'est fou. Ouais, c'est une culture qui est vraiment différente. Et au niveau même administratif, etc., est-ce que ça peut aller beaucoup plus vite que ce qui se Oui. passe en France? Ouais. Ah Tu ouais. peux signer très rapidement. Très un bien. rapidement. Ouais. Très rapidement et des montants Ouais. bien plus colossaux que ce qu'on a chez nous. Ok. Et tu m'as dit tout à l'heure Minorque aussi maintenant? Alors Minorque, parce que j'ai Ouais. une négociatrice qui a une résidence secondaire à Minorque, qui avait envie de développer Minorque. Ouais. Et comme je fais l'international, j'ai dit, écoute, si tu connais le marché, ben, pourquoi pas. Donc on s'est lancé sur Minorque. On s'est lancé au Maroc aussi. Au Maroc, on en a Au parlé Maroc, tout à l'heure, on bien en a sûr. parlé. On est un petit peu en Asie. Mhm. Et en fait, j'essaie comme ma base de mon métier est à Paris, Mhm. d'un petit peu comprendre aussi les clients quand ils viennent en France, ce qu'ils Ce recherchent. qu'ils recherchent, bien évidemment. Donc c'est comme ça que maintenant mes enfants sont grands, j'ai plus de temps pour moi, même si je suis tout le temps dans la Bien construction. sûr. J'ai l'impression que pour pas penser, Mhm. je travaille. Il faut travailler. Ouais. Donc je développe en permanence et j'ai besoin de savoir l'Américain quand il est en France, comment il vit, qu'est-ce que je peux lui apporter ici. Pour la personne d'Asie, la même chose. Pour l'Italien. Oui, tu vas te mettre à la place de, ouais, de ton client. pour essayer de entre ne pas me guillemets. planter quand je Ouais, les ai. bien sûr. Après, par exemple, est-ce qu'un Américain, quand il vient en France, il va te dire, je sais que les Américains sont assez friands de grands espaces, grande hauteur sous plafond, etc. Est-ce que très souvent, ils veulent ça aussi en France ou ils veulent changer totalement, avoir un style différent? Non, eux, ce qui est alors, ils comprennent pas les Français. D'ailleurs, ils disent qu'on est sale. C'est les appartements où il y a une toilette, par exemple. Ok. Ah oui, c'est un critère, tu vois, j'aurais pas dit. Parce que pour les Américains, chaque chambre a sa salle de bain D'accord. ou sa salle d'eau, ses toilettes. Ok. C'est improbable pour eux d'avoir une toilette dans un appartement. D'accord. Donc ouais, il faut absolument que tu en aies plusieurs. C'est un critère. Ah ouais. Ouais. Si j'ai un appartement, j'ai des clients américains et que je vais faire visiter un appartement où il y a un seul toilette, je sais que je vais me planter. Et tu as déjà des visites où tu fais visiter, tu as analysé un petit peu la demande de ton client, etc. Et tu prends une douche froide monumentale. Mais ça m'est arrivé. Ouais. Ouais, ça m'est Et arrivé. comment tu réagis dans ces moments-là? Ben, je leur dis, vous voulez qu'on arrête la visite tout de suite? Ouais. Ah oui, tu mets fin tout de suite. Je mets tout. Ouais, parce que je prends vite à cœur Ouais. et je veux les mettre à l'aise surtout. Je leur dis, on n'est pas obligé de finir la visite. Alors, après, je m'adapte aussi au propriétaire. Bien Si sûr. je sais que j'ai un propriétaire qui est très sensible et que je veux pas le contrarier non Bien plus, sûr. je leur dis, on fait un tour rapide, on finit la visite. Mais il y en a, quand je suis seule dans l'appartement, je leur dis, on peut arrêter tout de suite et Oui, il n'y a pas de souci. on va prendre un café ensemble, vous allez plus me dire ce que vous aimez. Je me suis plantée totalement Ouais, on est parti dans l'erreur, quoi. voilà, Ouais. dans votre cahier de charge et on reprend tout à zéro. Et au contraire, est-ce que tu as des gens qui vont vraiment te donner un cahier des charges précis que tu vas respecter et puis quand ils visitent ce cahier des charges, ils vont changer d'avis, quoi. Ah Ça ben oui, arrive, j'ai ça? des clients qui me disent, moi je veux être absolument Saint-Germain-des-Prés, dans cette rue, à l'angle de ce jardin. Et puis finalement, on ne trouve pas. Puis après, ils suspendent. Et puis après, ils ont acheté finalement dans le 8e ou dans le Rien à Triangle voir. d'Or. Ouais, Rien à voir. Ouais, ok. Donc c'est pour ça que quand je travaille avec mes négociatrices, avec les gens avec qui je travaille, je leur dis, n'hésitez pas à proposer à vos clients des biens. On n'est pas figé si vous en dit Saint-Germain et que vous avez un bien à Montmartre, mais qui correspond à sa recherche, à les emmener. Ouais, Et j'ai des directement. clients, par exemple, qui sont pro-Marais. J'avais pas ce qu'ils voulaient dans le Marais. Je les avais emmenés dans le 8e, mais plutôt
Plaine Monceau. Il m'a dit non. Et 2 ans après, il m'appelle, il me dit Plaine Monceau, finalement, je vous ai dit, vous écoutez, il est toujours disponible. Ben non. Ouais, bien évidemment, il était parti, quoi. Et au niveau budget, pareil, on a du mal à imaginer sur les personnes qui ont beaucoup d'argent. Au niveau budget, est-ce qu'ils te donnent un budget, si tu le dépasses, c'est vraiment rédhibitoire? Non, alors non, vraiment pas. Ah ouais. Je donne un exemple. Par exemple, un client qui me dit j'ai 6 millions de budget. Si j'ai l'appartement qui correspond à peu près, qui est qu'à 4 millions, je vais lui proposer. Et si j'ai un appartement exactement comme il veut à 8, je l'emmène quand même. Tu l'emmènes quand même? Je lui dis, venez voir. Ouais, mais est-ce que tu lui dis tout de suite que le prix est Ah au-dessus oui, de oui. ton... Ouais, tu lui annonces tout de suite. Oui. Ouais. Il est à 8 millions, mais je pense que ça mérite d'être vu. D'accord. Oui, c'est important de le prévenir en amont, Oui. pour pas qu'il prenne la douche froide. Après, s'il me dit non, parce que je ne pourrai jamais aller à 8 millions, alors on arrête. Mais souvent, je leur dis, venez, ça mérite. Et c'est quoi s'il y a un jeune ou une jeune agent immobilière ou quelqu'un qui voudrait faire ce métier, dans le luxe, quelles sont les différences avec un agent immobilier, entre guillemets, lambda, dans le domaine du commun des mortels, entre guillemets, même si on ne peut pas dire ça, mais c'est quoi, en fait, les qualités qu'il faut avoir? La réactivité. Ouais. Si on n'est pas réactif, il faut oublier déjà ce métier, pas que dans le luxe. Pour moi, c'est la base, c'est la réactivité. Moi, j'ai un client, si je suis sur mon téléphone, je reçois une alerte à 23h, je vais répondre au client à 23h. C'est ça. Un chef d'entreprise, on ne va pas le déranger un lundi matin à 10h du matin où il est en plein meeting. C'est pas possible. Ouais. Donc, c'est déjà, c'est la réactivité. Faire une découverte client, autant vendeur qu'acquéreur. Savoir exactement ce qu'il a besoin. Ne pas le solliciter pour n'importe quoi. Essayer de ne pas se planter, comme ça a pu m'arriver sur une visite. Parce que plus on monte en gamme, plus ils sont exigeants. Et être passionné. Parce que, alors bien sûr qu'on fait ce métier pour l'argent. Mais il n'y a pas que... Je veux dire, si on le fait que pour l'argent, on se plante. Oui. Changer de métier, aller ailleurs. Et est-ce que ton image est importante? Est-ce que la manière dont tu vas te présenter, etc., parce que on est de plus en plus dans une société, tu vois, à l'époque, c'était costard-cravate dans les entreprises, etc. Il y avait une image à respecter, etc. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus libéré. Est-ce que les gens te jugent quand tu te présentes à eux? Alors moi, déjà, par respect, je suis toujours habillée quand je fais des visites. Je suis toujours préparée, coiffée. Ouais. Je ne fais jamais de visite en jean, en basket. Ça ne m'est jamais arrivé, même un samedi ou un dimanche. Mais à Paris, c'est plus courant. Dans le sud, ce qui m'a surpris, c'est qu'avant d'ouvrir mon agence, je déléguais beaucoup de produits dans le sud parce que je n'avais pas le réseau et je n'avais pas l'agence. Et quelquefois, j'ai fait des visites avec eux. Et je les voyais arriver en Bermuda, vraiment détendu, espadrille, basket. On tutoie tout de suite le client. J'ai dit non, c'est pas l'image, c'est pas mon image. Ouais, toi, tu veux pas aller dans ça? Non. Donc à Marseille, j'ai une agence où les filles sont toutes habillées, comme si on ne met pas une robe longue. Et je ne demande pas les talons de 15 cm, mais elles sont habillées et très élégantes. Quand je veux dire, je leur demande d'être maquillées, coiffées. À tout moment, il peut rentrer un client dans l'agence. À tout moment, on peut nous appeler. Il y a une visite dans les 5 minutes. On ne peut pas ne pas être prête. Ouais, tu veux qu'il y ait une image de marque qui se dégage de tes agences. Dans mon agence. Alors, et à Paris, c'est pareil, parce qu'à Paris, j'ai Chiara et Nicolas aussi. Alors, j'impose pas le costume 3 pièces. Mais on peut mettre un jean avec une chemise, on est élégant, on est... Oui, l'image, elle est importante. Ah oui. Voilà, c'était ça. Mais déjà, c'est pas respect pour le client. Bien sûr. Et toi, dans ta grande carrière d'entrepreneuse, justement, on en parlait depuis tout à l'heure, je pense que c'est ce qu'on aime bien mettre en avant sur The Brain, mais tu as dû avoir des échecs, des moments où ça allait pas du tout. Est-ce que tu peux nous raconter ça et nous dire comment tu as rebondi sur ta carrière un petit peu d'entrepreneuse, la création là, de l'agence immobilière? Voilà, c'est jamais facile parce que, déjà là en ce moment, on est sur un marché complètement à l'arrêt. Ouais. Donc il faut avoir les reins solides et être positiver et se dire non, ça va passer, rassurer nos clients. On est sur un marché qui n'est pas évident. Et là, il faut pas dire je vais changer de métier, il faut pas se remettre en question parce que les jeunes aujourd'hui se remettent vachement facilement en question et ils arrêtent. Moi, il n'y a pas tous les 3 jours
un agent qui me dit, oh là, c'est dur, Ouais, je comprends. j'ai rien vendu, je vais pas tenir. Tu as choisi un métier, Ouais, tu dois persévérer. tu dois persévérer. Je veux dire, si tu baisses les bras au bout de 3 mois, alors oui, tu changes de métier complètement. Ouais, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent être salariés, veulent être... alors, tu veux être indépendant et tu veux être salarié. Mm. Je veux dire, Oui, ça va pas c'est avec. Et antinomique, tu veux bien des sûr, ouais. commissions importantes. Alors, va travailler dans un groupe Mm. ou va travailler dans de la transaction Ouais, bien locative, sûr. gestionnaire, et tu auras ton petit SMIG. Et, alors, je suis pas... Oui, J'ai si tu rien pr- contre les Non, mais je gens qui comprends ce que gagnent tu le veux dire. SMIG. Bien Je veux sûr. dire, moi, j'arrive d'une famille d'ouvriers, donc je sais ce que c'est. Mm. Je veux dire, moi, des cafés au lait le dimanche, c'était notre spécialité à la maison quand j'étais jeune. Mm. Mais et je regrette rien parce que ça a été les plus beaux moments C'est de ma formateur, vie. c'est constructeur. Ouais, Mais je trouve qu'ils baissent vachement vite les bras. Les bras. ouais, c'est ça le problème. Ouais. Ils veulent vite changer de métier, ils sont instables, alors que il faut s'accrocher, il faut y croire, il faut être positif. Mm. Moi, quand je pars faire une visite, je dis je vais pas faire visiter, je vais vendre. Mm, bien sûr. Ouais, tu vas directement avec la mentale de Ah te voilà, dire, oui, ouais, c'est bien tout sûr. mentalisé, mais bien sûr. Bien sûr. C'est un mindset, c'est... Ouais. Et tu as abordé justement tout à l'heure le marché un petit peu à l'arrêt sur l'immobilier, mais dans le luxe, est-ce que les clients, c'est courant de payer entre guillemets cash, ou alors il y a beaucoup de crédit aussi? Alors en France, il y a des Français qui ont il y a les moyens d'acheter comptant, Ouais. mais souvent pour des raisons fiscales ou pour des montages financiers et pour pas se délapider de leur de ce qu'ils ont. De ce qu'ils ont, ouais, bien sûr. Et puis souvent, l'argent est mieux placé en banque parce que ça leur apporte, alors que s'ils achètent... alors que les étrangers, ils achètent sans condition de prêt D'accord. et cash. Oui, donc sur souvent, on ça, passe en vente directe. ouais, donc sur ça, tu n'as pas trop de problèmes en ce moment par rapport aux étrangers. Tu Non, peux il y en vendre. a quand même, mais, Ouais, mais c'est plus dur. On vit quand même une période d'insécurité en France. Hein. Ouais, du coup, tu ressens que Mm. sur le marché, les gens de l'étranger viennent un petit peu moins acheter. Ouais. Ouais. Ils sont peureux, il leur faut vraiment le gardien. Ouais, ils sont moins friands qu'avant. Ouais. Et Marseille? Marseille, alors comme je disais, Paris, c'est beaucoup plus patrimonial, donc de l'investissement. Marseille, c'est une question de bien vivre, Ouais. d'avoir le soleil, d'avoir une terrasse, et c'est le moment d'investir dans le sud. Hein. Je veux dire, dans le sud, on est... Alors, il y a des biens exceptionnels où on peut atterrir. On est à 10 000 € du mètre, Bien mais sûr. c'est exceptionnel. Alors qu'à Paris, 10 000 €, c'est Ouais. courant. Ouais. Mais on a des biens... Moi qui fais les deux, je vois des petits appartements hyper sympas avec des vues mer à 300 ou à 400 000 €, à 3 000 € du mètre. Je dis à mes Parisiens, investissez. Ouais, bien Parce sûr. que dans 10 ans, on ne sera pas à 3 000 € du mètre. Et justement, j'allais y venir, j'avais cette question-là, t'anticipes un petit peu. Si tu dois aujourd'hui nous donner une destination à l'étranger ou en France où il faut investir absolument parce que tu penses que dans les prochaines années... Dans le sud. Dans le sud, ouais. Autour de Marseille? Marseille, les environnements. Alors, Cassis, c'est encore un autre marché parce que c'est un peu plus cher. Ouais. Cassis, Aix, mais Marseille. Marseille, on a le TGV en 3 heures, on est à Marseille. Depuis le Covid, il y a énormément de familles qui se sont installées dans le sud. On a la mer, on a un microclimat. Ouais. En plein hiver, on peut être en terrasse, en t-shirt. Et on achète des biens à 3 000, 3 500, 4 000 € du mètre carré. Et c'est quoi les meilleurs arrondissements pour bien vivre, entre guillemets? Marseille, on a on va dire, 5e côté Palais-Longchamp. 6e, 7e, 8e, une partie du 9e, même tout le 9e. Après, 11e, la Valentine, Néour, tous les environnements. Non, 1er, 2e, Panier. Donc globalement, non, un peu partout. Un peu partout. Il y a des endroits... Après, il y a des arrondissements. Marseille, c'est très grand, c'est très vaste. Hein. Ouais. Oui, plus que Paris. Voilà. Et je pense que ma clientèle parisienne est rassurée que je bosse à Paris. Et que je sois marseillaise parce que je sais exactement où je peux les... les envoyer à Marseille. Pardon. Où je peux les emmener.
J'aimerais qu'on parle de quelque chose aussi. Comme tu le sais, avec notre partenaire Gift Asso, Mm. on soutient lors de chaque podcast et on crée des cartes à l'effigie de la personne qu'on reçoit. Donc, on créera des cartes à ton effigie. Et on soutient une association que tu as choisie aujourd'hui. Là, c'est l'association Radia, qui est basée au Maroc. Et j'aimerais que tu nous expliques un petit peu ce qu'ils font et pourquoi acheter tes cartes pour qu'ils gagnent de l'argent, quoi. Alors, l'association Radia est une association qui se trouve à Marrakech, dans le quartier de Targa. J'ai eu un coup de cœur avec la directrice Asma. J'avais envie de faire quelque chose, de rendre au Maroc ce qu'on m'a un petit peu donné. Moi, il faut savoir que le Maroc m'a vachement soutenue pendant la maladie. J'ai ma vie qui a été affichée publiquement. Pas le bon côté de ma vie, la déchirure familiale qu'il y a eu et la déchirure raciale entre moi, femme blanche, et mon mari africain. Donc il y a eu un déchirement de cette famille-là. Et j'ai retrouvé une autre famille qui a été le Maroc. J'ai trouvé des gens humains, des gens avec un cœur immense. Et j'ai retrouvé un peu ce que j'avais perdu, cette joie de vivre, le côté humain, parce que j'ai tellement été salie parce que j'étais amoureuse et mariée au père de mon fils, qui était mon mari. Et je croyais tellement réussir à le sauver. Et je voulais pas le sauver pour... je me suis dit, je veux le sauver pour qu'il puisse... il avait 44 ans. Pour qu'il vive, pour qu'il kiffe sa vie, pour qu'il fasse encore... Il avait tellement de rêves et de projets. Et je me suis dit, même si après, derrière, on se sépare, parce que je m'en suis occupée comme un bébé. Oui, bien sûr. Il faisait 120 kilos, il est parti, il en faisait 60. Et cette vie-là, on m'a tellement... la presse, ma belle famille... J'ai même pas envie d'en parler, mais... Et la presse, quand Mousse est parti, que j'ai refusé l'héritage à mon nom et le nom de mon fils, quand j'ai signé, j'ai enterré mon mari, je crois, il est décédé le 7, on l'a enterré le 9, et le 10, j'étais chez le notaire pour refuser la succession en mon nom et au nom de mon fils. Parce que je me suis dit, je me suis battue pour l'amour, je ne me battrai pas pour l'argent. Bien sûr. Et j'ai voulu couper et j'ai dit stop. Oui, tu avais laissé beaucoup de force déjà. Et le Maroc, Sa Majesté, Son Altesse, son frère, la famille, toute la famille royale, et puis tous les amis, parce que Mousse avait des amis du Maroc, mais comme une famille. Ils ont tellement été présents pour moi que j'avais envie de rendre ce qu'on m'avait donné. Et le rendre, je ne pouvais pas le rendre avec de l'argent, parce que c'est rien pour eux. J'ai dit, je vais le rendre avec mon cœur. Donc j'ai été dans cette association. J'ai été, quand je passe par au Maroc, je vais tout le temps voir cette association. Tu m'as montré les photos tout Je à vais l'heure. voir c'est très ses beau, enfants. Donc l'association Radia, c'est entre 0 et 24 mois avant l'adoption. Ils peuvent être adoptés avant, mais souvent après 24 mois, l'association ne peut plus. Après, ils passent dans une autre structure. Et de voir ces enfants, ça me ressource. Donc je passe du temps avec eux, je leur apporte ce que je peux rapporter, de tout ce qu'ils ont besoin. À chaque fois que je dois partir, j'appelle Asma, qu'est-ce que je peux emmener, parce qu'il y a des turnovers, hein. Pendant des périodes, il y a beaucoup de bébés de 6 mois, pendant des périodes, c'est que des nourrissons, des bébés qui viennent de naître, donc il faut plus de 0 mois, plus de 3 mois, 6 mois, donc des couvertures, des couches, je vais faire des courses aussi, acheter des produits alimentaires, des yaourts, des compotes, du lait, tout ce que... Vraiment tout ce qui peut servir. Voilà. Et par contre, je ne fais jamais d'appel aux dons, moi, en disant je pars au Maroc, j'ai besoin de ça, jamais. Je pars avec ce que je veux. Tu donnes de ta personne, de ton énergie. C'est ma personne, je vais faire mes courses, je vais remplir les caddies, et j'arrive, et je dépose ça, c'est même pas moi, ils vident les voitures. Et moi, je passe ce moment avec eux, je passe une journée ou deux, ou tant que je peux passer. Je leur donne à manger, je change les couches, je les câline. Tu apportes du soutien moral et j'apporte aussi, de l'amour, et ils m'apportent, pas que je porte. Ils m'apportent, ils me donnent énormément. Bien sûr.
Et cette association, ces enfants, ils n'ont rien demandé. Et souvent, les parents... Alors, il y a des parents qui reviennent, parce qu'ils peuvent revenir. Mais je ne suis pas dans le jugement du tout. Je me dis... Oui, les aventures de chacun, ils ont tous une les histoire. épreuves de vie, bien sûr. Et puis, les enfants sont là pour rien. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui attendent encore des parents. Donc, le personnel est génial. Ils donnent beaucoup de leur temps et beaucoup d'amour. Et moi, à chaque fois, mes enfants me disent « Tu vas nous en ramener combien ?» Je veux dire, si je pouvais tous les ramener avec moi, je serais... Oui, c'est un déchirement, j'imagine, à chaque fois. À chaque fois, c'est terrible. Souvent, on me dit « Mais comment tu fais ? Mais ça me ressource, ça me fait du bien. » Bien sûr. Parce que j'ai l'impression de rendre ce qu'eux me donnent, même aujourd'hui encore. Hein. Je veux dire, le peuple marocain, ce qu'il me donne... mais n'importe quelle personne, parce que c'est un secret pour personne que j'aime ce pays, et pour moi, c'est mon pays de cœur, et d'adoption. Je veux dire, j'ai besoin de leur rendre. Et pour moi, leur rendre, c'est de faire du bien à ces bébés. En tout cas, c'est une magnifique initiative. On le dit à chaque fois, mais effectivement, on soutient une asso différente à chaque fois. Et toutes les causes sont très, très belles. Ouais. Et là, la manière dont on a parlé, même avec émotion, etc., je pense que les gens, ils vont se rendre compte de l'importance que ça peut avoir. Alors, certes, dans un pays autre, mais où justement les difficultés sont encore plus grandes que chez nous, je pense. Donc, je suis vraiment content que tu aies représenté cette association et je te remercie fortement au nom de l'asso et de c'est moi qui les remercie de m'avoir choisi aussi parce qu'ils ont accepté que je sois leur marraine. Mais vraiment, et puis oui, on peut dire pourquoi elle ne fait pas ça en France et pourquoi elle vit en France et pourquoi elle va le faire au Maroc. Donc, moi, je le fais au Maroc parce que je veux rendre à ce peuple l'amour qu'ils m'ont donné dans une phase qui était... La plus dure de ma vie. Sandrine, on va passer à la petite interview masquée. Les gens ne le voient pas, on me voit comme une superwoman et une femme forte, mais je suis une hypersensible. Est-ce que tu peux nous donner l'image qui te vient en premier quand tu penses à ton enfance ? Ma grand-mère. Ton souvenir le plus douloureux ? La mort de mon mari et de mon papa. Une odeur qui te remplit de joie ou de tristesse ? Ma maison. Ta plus grande fierté ? Mes enfants. Justement, est-ce que tu aurais un message pour l'un de tes enfants ? Ou à tous tes enfants ? De croire en eux. Alors pour Gaëtan, crois en toi. Tu es un homme merveilleux, sensible. On a grandi ensemble parce que je t'ai eu jeune. Je suis devenue maman grâce à toi, puisque j'ai appris à devenir maman avec toi. Et poursuis tes rêves, n'écoute personne, avance. Et pour Isaac, je suis fière de lui. Sois patient, ton heure va arriver. Sois tolérant et aime-toi. Si tu devais délivrer un message à la Sandrine d'il y a 25 ans ? Je suis mitigée en fait, je peux dire la vérité. Bien sûr. En fait, les épreuves, elles ont tellement été compliquées. Des fois, je me dis pourquoi je me suis battue. Parce qu'une partie de moi qui a été détruite et qui est très dure aujourd'hui à me reconstruire. Donc je me dis pourquoi j'aurais pas dû avoir ce combat, à le vivre. Et il y a une autre Sandrine qui me dit « T'as bien fait, Sandrine, ne regrette pas, t'as été au bout de tes convictions, de ce que tu sais faire de mieux, donner de l'amour et te battre. » Est-ce que tu peux nous dire les personnes qui ont toujours été là pour toi ? Mes enfants, ma sœur, mon frère, mes cousines. Je sais, en lisant ton livre, que tu as été, à un moment donné, très proche et soutenue par Boudère. Est-ce que tu aurais un message à lui faire passer aujourd'hui par rapport à tout ça ? Je t'aime. Sandrine, merci beaucoup. Tu peux retirer le masque. C'était un très très beau moment. Merci beaucoup. Pour clôturer l'interview, Sandrine, j'aimerais que tu nous donnes un petit peu justement les méthodes que toi tu as utilisées durant toute ta vie pour rebondir sur les échecs, sur les tristesses, sur les épreuves que tu as eues, pour
passer un message aux jeunes qui nous écoutent et pour pouvoir nous dire comment on fait pour surmonter tout ça et comment on fait pour construire ce que tu as construit toi. Croire en soi, avancer, ne pas regarder derrière, parce qu'on peut faire des erreurs, mais on ne peut pas avancer et construire en ayant des regrets, des remords, ou en se disant j'aurais pas dû faire comme ça. Non, non, c'est passé. Avance. Bien sûr. Il faut avancer et pas s'écouter. Il faut pas. Genre moi, je dis moi, ouais. Il m'est arrivé d'avoir des petits soucis de santé ou des bricoles ou des vraies galères. Mais je prends quand même mon TGV et je vais à mon rendez-vous et puis ça y est, c'est oublié. Tu poses un pied par terre, tu te lèves le matin et tu y vas C'est quand pas même. possible. Bien sûr. Il faut avancer. On n'a pas le temps. Bien sûr. La vie, elle passe tellement vite. Il faut pas se décourager. Je crois qu'il faut vraiment croire en soi. Si on doute de soi, on va à l'échec. Bien sûr. C'est même si c'est des montagnes. Moi, je te dis, là, dans ma tête, j'ai un projet qui est peut-être irréel, mais pour moi, c'est pas irréel et je sais que je vais le faire. Ouais, si t'en parles aux gens, ils vont te dire t'es complètement folle. Ah, mais ok. toi, t'y crois fort, dur comme fer. Ouais. Ouais. Et j'espère, peut-être dans 5 ans, que tu m'invites et je te dirai, j'ai fait ça et j'ai réussi mon projet. Sandrine, en tout cas, c'était un vrai plaisir de te recevoir. Merci beaucoup d'être venue. C'était plein d'émotions, ça m'a beaucoup touché moi personnellement. J'espère que ça en sera de même pour les gens qui vont regarder. C'était inspirant aussi, parce que je pense que tu as, toi, une vie et un parcours inspirant. C'est les mamans, je veux dire, on élève des... Pour ma partie, je me suis retrouvée veuve à 39 ans, avec 2 enfants. J'ai jamais arrêté de travailler, je me suis jamais mise un jour en maladie, même avec mon mari malade, mais j'ai avancé et je crois en demain et je crois aux belles choses et je crois qu'il va m'arriver encore de belles choses et je crois en l'amour et je crois en l'être humain. Je suis une personne, je pense, profondément gentille et quand on est gentil, on croise des belles âmes, et des belles personnes et il peut nous arriver que du bonheur. Ça se reflète bien sûr. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi.